Bonjour à toutes et à tous et, bienvenue à cette nouvelle session de cours. Nous allons aborder un sujet intéressant de mécanique des milieux continus qui concerne la méthode de résolution des problèmes d'élasticité par la méthode des déplacements, particulièrement les équations de Navier. Alors sans plus tarder, commençons. Tout d'abord, je présente le plan de la présentation de ce cours. Nous définissons dans un premier temps un problème d'élasticité, c'est-à-dire en quoi consiste un problème d'élasticité. Ensuite, nous identifions les inconnus d'un problème d'élasticité et nous expliquons les équations qui permettent de déterminer ces inconnus. Nous nous étalons par la suite sur les méthodes de résolution d'un problème d'élasticité. Nous détaillons la résolution par la méthode des déplacements de Navier. Et nous terminons par un exemple d'application pour mieux assimiler la méthode de déplacement de Navier, qui est donnée par ces équations. Définissons d'abord ce que c'est un problème d'élasticité. Dans la majorité des cas pratiques, le problème de structure homogène en élasticité linéaire isotrope n'admet pas de solution analytique. Dans ce cas, on va chercher à trouver une solution approchée en mettant en œuvre les méthodes numériques telles que la méthode des éléments finis. Ceci peut se faire via des logiciels de calcul avec code tels que ANSYS, Abacus. Néanmoins, et dans certains cas, il existe un certain nombre de problèmes correspondant à des géométries de structure particulières, associées à certaines conditions ou limites, pour lesquelles une solution analytique peut être envisagée. Et c'est dans ce cadre-là qu'on va définir ces solutions analytiques. Posons d'abord le problème. Nous considérons une structure ou une pièce pour laquelle certaines données du problème. Donc on connaît la géométrie de la structure ou de la pièce, on connaît sa géométrie. On connaît aussi le chargement appliqué. Donc vous avez le chargement appliqué, que ce soit des efforts ponctuels, F1, F2, F3, F4, F5 dans ce cas, qui sont appliqués en un point donné, que ce soit des charges qui sont réparties uniformément telles que Q2 ou qui ne sont pas uniformes telles que Q1. Donc tout ça, c'est des efforts surfaciques. On impose aussi sur la frontière des déplacements qui sont indiqués par ces hachures. On peut imposer aussi des efforts de volume F qui sont appliqués à toutes les particules de la structure. On connaît aussi les caractéristiques mécaniques du matériau isotrope. Donc il s'agit d'un matériau isotrope. En élasticité, on a besoin du module de Young, du coefficient de Poisson et de la limite d'élasticité. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on demande dans un problème d'élasticité de déterminer? On demande de déterminer en tout point M de cette structure le champ de déplacement U de M, le tenseur de déformation et le tenseur de contrainte. C'est ça, grosso modo, le problème d'élasticité.
Identifions les inconnus scalaires du problème ainsi que les équations qui permettent de déterminer ces inconnus. Pour que le problème soit résolu, il faut au moins qu'il y ait autant d'équations que d'inconnus. Donc d'un côté, nous allons compter le nombre d'inconnus en termes de composantes. Et de l'autre côté, nous allons aussi compter le nombre d'équations scalaires qui permettent de déterminer ces inconnus. Donc comme inconnu, nous avons le champ de déplacement, c'est-à-dire le vecteur déplacement U, qui a 3 composantes. Le tenseur de déformation epsilon, qui est symétrique, qui est donné par une matrice 3 lignes, 3 colonnes. En raison de la symétrie, nous avons 6 composantes. Il est de même pour le tenseur de contrainte, sigma, qui est symétrique, et nous avons aussi 6 composantes. Donc voyons, on va compter le nombre d'inconnus. Nous avons 3 composantes U1, U2, U3 pour le champ de déplacement. Les composantes du tenseur de déformation sont au nombre de 6. Il est de même pour les composantes du tenseur de contrainte. 6. Donc, au total, nous avons 15 inconnus. Nous allons maintenant voir quelles sont les équations qui permettent de déterminer ces inconnus. La relation entre le champ de déplacement et le tenseur de contrainte est donnée par cette relation epsilon ij est égal à 1/2 de ui,j plus uj,i. C'est-à-dire que le tenseur de déformation, il représente la partie symétrique du gradient du champ de déplacement. Connaissant le tenseur de déformation, nous pouvons déterminer le tenseur de contrainte via la loi de comportement. Sigma ij est égal à 2 mu epsilon ij plus lambda epsilon ll delta ij, où mu et lambda sont les coefficients de Lamé qui sont exprimés en fonction du module de Young et du coefficient de Poisson. Le tenseur de contrainte doit vérifier les équations d'équilibre qui sont données par sigma ij, j plus fi égale à 0, c'est-à-dire la divergence du tenseur de contrainte plus les efforts de volume doit être nul. Alors, voyons maintenant le nombre d'équations scalaires qu'on a. Donc cette équation scalaire va nous donner 6. Cette équation, elle va donner 6. Et l'équation d'équilibre, 3 équations. Donc en tout, nous avons 15 équations. De ce fait, nous avons autant d'équations que d'inconnus. Donc le problème est résoluble. Présentons les méthodes de résolution d'un problème d'élasticité. Il existe 2 méthodes pour la résolution d'un problème d'élasticité. La méthode des déplacements, qu'on va voir aujourd'hui, et la méthode des contraintes, développée par Beltrami, qu'on verra dans les séances prochaines. La méthode de déplacement, on peut la subdiviser en 2 méthodes. La méthode directe, pour laquelle on a consacré les 2 dernières séances vidéo. On a fait 2 exercices sur la méthode directe. Et on a aussi la méthode de Navier,
cette méthode de Navier qu'on va développer au cours de cette séance. Cette méthode de Navier, elle a été développée par Claude Louis-Marie Henri Navier, un ingénieur mathématicien et économiste français du 19e siècle. Il a développé notamment avec Augustin Louis Cauchy les facettes de la théorie mathématique de l'élasticité. Donc vous avez Navier sur cette photo. Examinons maintenant les procédures à entreprendre pour permettre la résolution d'un problème en élasticité, que ce soit pour la méthode directe des déplacements, que ce soit pour la méthode de Navier. On commence par la méthode directe de déplacement. Donc, pour cette méthode directe pour laquelle on a déjà fait 2 exercices, on connaît le champ de déplacement U, donc on détermine le tenseur de contrainte, le tenseur de déformation d'abord, ensuite le tenseur de contrainte. Le tenseur de contrainte doit vérifier les équations d'équilibre, qui est donnée par la divergence de sigma plus les forces de volume égale à 0. La vérification des équations d'équilibre nous mène à la résolution de l'équation différentielle qui va nous donner la forme du champ de déplacement U. Donc elle va nous donner la forme avec des constantes d'intégration à déterminer. Ces constantes d'intégration peuvent être déterminées en employant les conditions aux limites en déplacement ainsi que les conditions aux limites en contrainte. Donc connaissant ces deux types de conditions aux limites, ceci nous permettra la détermination de la forme complète du champ de déplacement U de 1 ainsi que des 2 tenseurs, que ce soit pour le tenseur de déformation, que ce soit pour le tenseur de contrainte. Ainsi, on résout complètement un problème d'élasticité par la méthode directe. Examinons maintenant pour la méthode de Navier et gardons en mémoire que pour la méthode directe, la résolution de l'équation différentielle, elle vient après la vérification des équations d'équilibre qui sont exprimées en fonction du tenseur de contrainte, pour voir la différence entre les 2 méthodes. Examinons maintenant la procédure de résolution d'un problème d'élasticité par la méthode des déplacements de Navier. La méthode des déplacements définie par les équations de Navier est basée sur le choix d'une expression analytique du champ de déplacement compatible avec les conditions en déplacement. C'est-à-dire, dès le départ, on se donne un champ de déplacement. Le choix de l'expression analytique du champ de déplacement sur lequel elle repose est essentiellement orienté par la géométrie de la structure ainsi que les conditions aux limites en déplacement imposées. C'est-à-dire que ce choix, il ne se fait pas aléatoirement, mais en conformité avec la géométrie de la structure et le chargement. Il est important de noter que le choix n'obéit à aucune règle stricte. Du coup, il est essentiellement intuitif. Donc, dans les exercices qu'on va voir, on va se donner à chaque fois une forme du champ de déplacement et on résout l'exercice. Mais en réalité, quand on a un problème à résoudre, un problème pratique, on va se donner une forme du champ de déplacement en conformité avec la géométrie et le chargement. Voyons maintenant où réside la différence entre les 2 méthodes de déplacement, la méthode directe et la méthode
de Navier. Donc, on a le champ de déplacement qu'on s'est donné. On doit exprimer ou vérifier dès le départ les équations d'équilibre en termes de déplacement. Donc, on doit écrire les équations d'équilibre en termes du vecteur déplacement U de M et ces équations qu'on appelle équations de Navier. Donc, les équations de Navier sont des équations d'équilibre qui sont écrites en termes de U de M. La vérification de ces équations d'équilibre va nous mener à la résolution de l'équation différentielle pour laquelle on détermine la forme de U de M, bien sûr, avec des constantes d'intégration à déterminer. Ces constantes d'intégration vont être déterminées par les conditions aux limites en déplacement. Ensuite, on revient, donc si on connaît la forme de U de M, on détermine le tenseur de déformation epsilon par les lois qu'on vient d'évoquer. Ensuite, par le biais de la loi de comportement, on passe du tenseur de déformation au tenseur de contrainte. Ce tenseur de contrainte doit aussi satisfaire les conditions aux limites. Donc, en combinant les conditions aux limites en contrainte et en déplacement, on arrive à retrouver les constantes d'intégration du champ de déplacement U de M. Il est aisé par la suite de déterminer les deux tenseurs de déformation et de contrainte. Voici grosso modo la méthode ou la méthodologie ou la procédure à entreprendre pour résoudre un problème d'élasticité par la méthode de déplacement. Donc bien sûr ce schéma il faut l'avoir en mémoire afin de poser le problème et de le résoudre. Entrons dans le vif du sujet qui concerne la résolution par la méthode des déplacements de Navier. Il est question de démontrer les équations de Navier. Ces équations de Navier représentent les équations d'équilibre en termes des composantes du vecteur déplacement. La méthode des déplacements est une méthode de résolution analytique d'un problème de structure homogène en élasticité linéaire isotrope reposant sur les équations de Navier. Ces équations de Navier peuvent se présenter sous deux formes, une forme vectorielle et une forme scalaire. Nous allons commencer tout d'abord par démontrer la forme vectorielle des équations de Navier. Pour résoudre un problème d'élasticité, la méthode de déplacement consiste à prendre comme inconnu les trois composants du vecteur déplacement. Donc il s'agit de déterminer les composantes du vecteur déplacement U en tout point de la structure. Donc quand est-ce qu'on va employer cette méthode? Cette méthode, on va l'employer lorsqu'on connaît intuitivement la forme du champ de déplacement. Pour ce faire, on doit exprimer les équations d'équilibre qui sont exprimées en termes de contraintes. On va les transformer en composantes du vecteur déplacement. Puisqu'il s'agit de transformer les équations d'équilibre, donc on va commencer tout d'abord par présenter l'équation d'équilibre. L'équation d'équilibre, elle est donnée par la divergence de sigma plus les forces de volume égale à 0. Donc, sigma ij virgule j plus fi égale à 0.
Nous avons aussi la loi de comportement qui permet de lier le tenseur de contrainte au tenseur de déformation. Je vais utiliser la notation indicielle pour la démonstration. Donc, les équations 1 et 2 de la précédente diapositive permettent d'exprimer l'équation d'équilibre en termes des composantes du tenseur de déformation epsilon ij. Donc 2 mu epsilon ij plus lambda epsilon ll delta ij virgule j plus fi égale à 0. Donc on va dériver par rapport à l'indice j. Donc ça fera 2 mu epsilon ij virgule j plus lambda epsilon ll virgule j par l'indice de Kronecker delta ij plus fi égale à 0. Epsilon ll virgule j par delta ij. Delta ij est égal à 1 quand i est égal à j. Donc, on aura delta ll virgule i. Exprimons maintenant le tenseur de déformation epsilon ij qui est lié au vecteur déplacement u par ses composantes ui. Epsilon ij est égal à 1 demi de ui virgule j plus uj virgule i. Calculons maintenant ce terme epsilon ij virgule j. Donc, epsilon ij virgule j, c'est 1 demi de ui virgule jj plus uj virgule ij. Et epsilon ll virgule i qu'on a déterminé, on va le calculer en fonction des composantes du vecteur déplacement. Epsilon ll virgule i, donc c'est 1 demi de ul virgule li plus ul virgule li. Donc, il donne ul virgule li. Et comme L, c'est un indice muet, je peux le remplacer par l'indice J. Donc, ul virgule li, je peux dire que c'est égal aussi à uj virgule ji. Donc, l'équation d'équilibre peut être écrite en termes des composantes du vecteur déplacement. On peut simplifier le 2 par le 2. Ensuite, on va regrouper les termes uj virgule ij et uj virgule ji. Donc on aura uj virgule ji que multiplie lambda plus mu, et on a le terme mu que multiplie ui virgule jj plus fi égale à 0. Alors, le terme ui virgule jj, qu'est-ce qu'il représente? Il représente le Laplacien du vecteur u, qu'on note en écriture matricielle, delta, enfin le Laplacien de u. Le terme uj virgule j, il représente la trace
du tenseur epsilon qu'on note epsilon LL. Par conséquent, UJ,JI sera égal à epsilon LL virgule I. Pourquoi? Parce que UI, UJ virgule J, ça c'est epsilon LL, la trace de epsilon. Nous obtenons ainsi l'équation de Navier en écriture indicielle. Mu plus lambda epsilon LL virgule I plus mu le Laplacien de UI plus FI égale à 0. Sous forme matricielle, l'équation vectorielle de Navier, elle s'écrit lambda plus mu, gradient de epsilon LL, plus mu Laplacien de U plus F égale à 0. Donc cette équation vectorielle peut se présenter sous trois équations scalaires qui sont indiquées par ces formules, ces équations. On continue. En développant le Laplacien de U, tel que le Laplacien de U est égal au gradient de la divergence de U, et la divergence de U, c'est epsilon LL, c'est-à-dire la trace de epsilon, moins le rotationnel du vecteur déplacement U. En développant le Laplacien de U, on peut exprimer l'équation de Navier par l'équation qui est donnée, affichée. On remarque qu'on a le gradient de epsilon LL, c'est-à-dire le gradient de la trace de epsilon, et on a ici le gradient de la divergence de U. Et la divergence de U, c'est epsilon LL, c'est-à-dire la trace de epsilon. Donc on a le même terme. Donc, on va factoriser par gradient de epsilon LL. Ce sera mu plus lambda plus mu. Donc, ça se fera 2 mu plus lambda, gradient de epsilon LL, moins mu par le rotationnel du rotationnel de U, plus F égale à 0. Dans le cas particulier où le champ de déplacement est irrotationnel, c'est-à-dire que le rotationnel est égal à 0, et en absence des forces de volume, c'est-à-dire les forces de volume égales à 0, l'équation de Navier se réduit à 2 mu plus lambda grade de epsilon LL égale à 0, ce qui donne de gradient epsilon LL égale à 0. Cherchons à obtenir l'équation de Navier sous la forme d'une équation scalaire. Donc on va partir de l'équation de Navier sous la forme vectorielle qu'on a obtenue. Voilà la forme vectorielle qu'on a obtenue, celle-là. Cette équation qui est écrite en notation indicielle, que nous allons dériver par rapport à la coordonnée xi. Donc on aura mu plus lambda epsilon LL virgule ii plus mu le Laplacien de ui virgule i plus fi virgule i égale à 0. Et il est important de déterminer cette composante. Le
Laplacien de UI virgule I. Donc le Laplacien de UI virgule I, je peux dire que c'est UI virgule JJI. Mais je peux l'écrire autrement, je peux mettre la dérivation, je dérive deux fois par rapport à J, ensuite par rapport à I. Donc je peux dériver par rapport à I, ensuite deux fois par rapport à J. Or, ce terme UI virgule I, qu'est-ce qu'il va nous donner? Il va nous donner le epsilon LL. Donc, ça sera epsilon LL virgule JJ. Comme on a utilisé dans cette expression I, on l'a utilisé comme indice muet. Donc, je garde le même indice muet. Donc, je remplace le J par le I. On aura epsilon LL virgule II. Donc, enfin, nous obtenons lambda plus mu, epsilon LL virgule II, c'est là, plus mu, epsilon LL virgule II, plus FI virgule I. Nous pouvons factoriser ou additionner. On aura ici mu epsilon LL II et J ici mu epsilon LL virgule II. Donc ce sera 2 mu plus lambda epsilon LL virgule II plus FI virgule I. Le epsilon LL virgule II, qu'est-ce qu'il représente? Il représente le Laplacien de epsilon LL, c'est-à-dire le Laplacien d'un scalaire qui est égal à la trace du tenseur epsilon. Donc ici, on a un scalaire, ici, on a la divergence des forces de volume. Donc vous avez ici une équation scalaire. Nous obtenons ainsi l'équation scalaire de Navier sous la forme indicielle. 2 mu plus lambda, le Laplacien de epsilon LL, plus FI virgule I égale à 0. On sait que le Laplacien de epsilon LL, c'est l'opérateur nabla qui représente dans les composantes sont les dérivés partiels par rapport aux coordonnées xi. Donc nabla scalaire nabla epsilon LL. Nabla epsilon LL est un vecteur, c'est le gradient de epsilon LL. Donc ici nous avons un vecteur scalaire, un vecteur. Ça donne un scalaire. Qu'est-ce que représente ce scalaire? On sait que par définition, quand on a nabla scalaire, un vecteur, c'est la divergence de ce vecteur. Donc nabla scalaire gradient de epsilon LL, il représente la divergence du gradient de epsilon LL. Et epsilon LL est la trace du tenseur epsilon. Donc si on tient compte du Laplacien de epsilon LL qui est exprimé par la formule 7, cette équation 6, elle se transforme sous forme matricielle, 2 mu plus lambda, divergence du gradient de epsilon LL, plus la divergence de F égale à 0.
Dans le cas où les forces de volume sont constantes, c'est-à-dire la divergence de F est égale à 0, l'équation scalaire donnée précédemment, elle va se simplifier sous la forme le Laplacien de epsilon LL égale à 0, c'est-à-dire le Laplacien de la trace de epsilon égale à 0, qui implique que la divergence du gradient de epsilon LL égale à 0. Les différentes formes de l'équation de Navier mènent à la résolution d'une équation différentielle qui conduit à la détermination du champ de déplacement U. Donc on détermine le champ de déplacement U avec des constantes d'intégration inconnues. Les conditions aux limites en déplacement et en contrainte nous permettent de déterminer ces constantes d'intégration. Afin de mieux assimiler la méthode de Navier, nous allons présenter un exemple d'application. Cet exemple d'application a été traité déjà par une vidéo, lors d'une vidéo précédente, par la méthode directe de déplacement. Et vous allez constater que pour la méthode de Navier, la résolution est beaucoup plus simple. On va prendre connaissance brièvement de l'exemple qu'on a déjà traité dans une précédente vidéo. Mais cette fois-ci, on va le résoudre par la méthode de Navier. Une enveloppe sphérique homogène de rayon intérieur RI. Donc on a fait une coupe, le rayon intérieur RI, sur cette paroi intérieure, est rempli d'air. On a rempli d'air cette cavité à une pression PI sur la paroi intérieure. Donc cette enveloppe sphérique est immergée dans un liquide jusqu'à une certaine profondeur où la pression PE est exercée sur sa partie, sur la surface extérieure, donc sur la surface extérieure de rayon RE, on exerce une pression extérieure PE, de telle sorte que la pression intérieure PI est inférieure à PE. Les forces de volume sont négligées. Le matériau de l'enveloppe sphérique est isotrope avec un comportement élastique linéaire dont les coefficients de Lamé sont lambda et mu. On considère un système de coordonnées sphériques M, ER, Eθ, Eφ dont l'origine est située en tout point M de l'enveloppe. Donc on va travailler avec des coordonnées sphériques. Là, on va aborder le problème d'intuition. C'est-à-dire, on suppose que tous les points de cette enveloppe vont se déplacer radialement. Donc, compte tenu que le problème présente une symétrie sphérique, donc on a une symétrie sphérique, c'est-à-dire par rapport tous les points ont une symétrie par rapport au centre de cette sphère O. Donc on a une symétrie géométrique, sphérique, et que les pressions internes et extérieures sont appliquées suivant la direction radiale. Donc les pressions, que ce soit intérieures ou extérieures, elles sont appliquées dans la direction radiale, ER. Donc on suppose par intuition que le vecteur déplacement en tout point, le point M de coordonnées R, θ, phi, de l'enveloppe sphérique est dirigé suivant la direction radiale. Ceci nous conduit à la recherche
d'un champ de déplacement U de M dont la forme est donnée par U de M est égal à U de R, ER. Donc on n'a que la composante radiale. Les deux autres composantes Uθ et Uφ sont égales à 0. En plus de ça, U de R ne dépend que de la coordonnée R, c'est-à-dire qu'elle est indépendante de θ et φ. La question qui est posée, déterminer complètement le champ de déplacement U de M, en déduire le tenseur de contrainte. Donc on va déterminer le champ de déplacement U de M en écrivant l'équation différentielle. Donc on va résoudre cette équation différentielle, on va déterminer sa forme. Ensuite, en appliquant les conditions aux limites, ici on n'a que des conditions aux limites en contrainte. On n'a pas de conditions aux limites en déplacement. Ces conditions aux limites nous permettent de déterminer les constantes d'intégration. Donc, connaissant complètement U de 1, on peut déterminer le tenseur de déformation et le tenseur de contrainte. C'est ce qu'on va voir dans la résolution de ce problème. Pour la résolution, on va partir de l'équation de Navier sous la forme scalaire. 2 mu plus lambda, laplacien de epsilon LL, plus FI, virgule I, c'est-à-dire la divergence de F, égale à 0. Comme les forces de volume sont négligées, donc on a ce terme qui est égal à 0. Sachant que le laplacien de epsilon LL, c'est nabla scalaire, le gradient de epsilon LL. On va en discuter maintenant pour voir quelle est la partie qui est nulle et quelle est la partie qui est constante. Le laplacien, donc, on aura l'équation de Navier sous sa forme scalaire, elle va se réduire au laplacien de epsilon LL égale à 0. Or, comme on a dit que le laplacien de epsilon LL, c'est la divergence du gradient, qui est égal à 0. Donc, pour que ça soit égal à 0, on a un produit nabla scalaire, le gradient de epsilon LL. C'est pour ça que pour que le gradient de epsilon LL soit égal à 0, parce que nabla ne peut pas être égal à 0. Nabla, c'est un vecteur dont les composantes sont les dérivées partielles par rapport aux coordonnées. Il ne peut pas être égal à 0. Donc c'est le gradient de epsilon LL qui doit être égal à 0. Pour que le gradient soit égal à 0, il faut que epsilon LL soit égal à une constante. Que représente epsilon LL? C'est la trace du tenseur de déformation epsilon. Donc on va voir avec les données qu'on a quelles sont les composantes quelle est la valeur de cette trace. Donc pour déterminer cette trace, ce sera la somme des composantes de la diagonale. On a les trois composantes de la diagonale. Vous remarquez que compte tenu que le champ de déplacement est purement radial, donc vous aurez toutes les autres composantes sont égales à 0.
On sait que U de R, la composante radiale U de R ne dépend que de R. Donc nous avons ce terme-là. Donc, ce terme qui est indiqué, on aura U de phi égale à 0, U de θ égale à 0. Donc on aura le terme sinus phi U de R sur R sinus phi. En simplifiant par sinus phi, on aura cette composante qui sera égale à U de R sur R. Voyons maintenant la composante. Cette composante, comme U phi est égal à 0, là aussi on a U de R sur R. Donc la trace de epsilon sera égale à dérivée de U de R par rapport à R, plus U de R sur R, plus U de R sur R. On va gommer tout ce qu'on a écrit pour que ce soit clair. Donc epsilon LL est égal à une constante et epsilon LL est égal à la dérivée de U de R par rapport à R plus 2 U de R sur R qui est égal à une constante. Donc on aboutit à une équation différentielle qu'on doit résoudre. Comme on a une seule variable R, donc on peut écrire cette équation différentielle DUR sur DR plus 2U de R sur R est une constante. Donc on a obtenu une équation différentielle du premier ordre. Elle possède un second membre. Pour trouver la solution de cette équation différentielle, il est nécessaire de chercher deux fonctions. La fonction U de R G et la fonction U de R P. U de R G étant la solution générale de l'équation homogène associée à cette équation, donc homogène pour laquelle le deuxième membre est égal à 0, et U de RP est la solution particulière. Donc la solution pour la fonction U de R, ça sera U de R G, la solution générale de l'équation homogène, plus la solution particulière. Nous avons donc cette équation différentielle à résoudre. La solution comporte une solution générale et une solution particulière. Commençons d'abord par résoudre l'équation différentielle homogène associée à cette équation. L'équation différentielle homogène associée, c'est D de U de R sur dr plus 2 U de R sur R égale à 0. Donc on détermine la primitive, donc pour les solutions des équations différentielles du premier ordre, on détermine la primitive de 2 sur R. La primitive de 2 sur R, c'est 2 log de valeur absolue de R. Or, R est positif, donc la solution c'est 2 log de R plus une constante C'. Comme R est positif, nous pouvons dire que c'est 2 log de R plus C'. On déduit que la forme générale des solutions de l'équation
homogène associé, c'est-à-dire cette équation, est de la forme suivante. Donc l'équation, la solution, la fonction URG est donnée par cette forme qui est égale à B sur R au carré. La solution particulière de l'équation différentielle s'écrit comme suit. Donc il faut ajouter la solution particulière. Donc pour chercher cette solution particulière, nous avons le deuxième membre de l'équation C. Or, nous avons une dérivée d de U de R sur R. Donc, on ne peut pas proposer une constante. Donc là, la fonction appropriée pour ce genre d'équation différentielle, la solution particulière, c'est une équation AR plus D, où A et R sont des constantes. Donc nous pouvons déterminer à partir de là D de U de RP sur DR qui est égal à A, et ce qui nous mène à l'identification des deux coefficients A et D. Donc on écrit du de R sur dr plus 2u de R sur R, du de R sur dr, elle est égale à A, et 2u de R sur R, on a ce terme-là. Comme on a proposé une fonction UR de P AR plus D, donc on aura deux fois AR plus D sur R. Donc par identification, on va déterminer A et D. Donc on aura A plus 2AR sur R, ça donne A. Donc A plus 2A, ça va faire 3A. Et on a de D sur R. 2D sur R. 2D sur R. Et comme la constante, le second membre, on n'a qu'une constante égale à C, donc 3A sera égal à C, donc A est égal à C sur 3 et D est égal à 0. Par conséquent, la solution particulière UR de P est égale à R. Où A est une constante à déterminer, qu'on va le faire plus tard. La solution de l'équation différentielle détermine la fonction U de R. Donc U de R, c'est une fonction de R qui est la somme de URG plus URP. URG est égal à B sur R au carré et URP est égal à AR. Donc nous avons déterminé la forme de la fonction U de R. Détermination en tout point M des tenseurs de déformation epsilon et de contrainte sigma. Et on commence par le tenseur de déformation epsilon. On a déterminé le champ de déplacement. On a uniquement la composante radiale qui est égale à R plus B sur R au carré. Et les deux composantes U θ et U phi sont égales à 0. Donc là, on est en coordonnées sphériques.
la relation qui lie le tenseur, les composantes du champ de déplacement aux composantes du tenseur de déformation, c'est-à-dire les composantes epsilon et j, elle est donnée par cette relation, et vous avez la matrice du tenseur de déformation en fonction des composantes UR, Uθ, Uφ et leurs dérivés. Donc il suffit de calculer ces composantes-là. On a déjà vu que toutes les autres composantes qui sont hors diagonale, elles sont nulles. On n'a que la composante radiale, la composante Uθ θ, c'est égal à A, c'est égal à U de R sur R, et la composante U φ qui est égale à UR sur R. Donc on va les calculer après avoir déterminé la fonction U de R. Donc epsilon RR sera la dérivée d de UR sur dr, donc on dérive par rapport à R, on a A moins 2B sur R à la puissance 3. Les composantes epsilon θ θ et epsilon φ sont égales, et elles sont égales à UR sur R, puisque nous avons UR sur R. Ici, je répète, nous avons UR sur R, puisque les composantes Uθ sont nulles, Uφ sont nuls, et le sinus phi et le sinus phi, on peut simplifier. Donc epsilon θ θ égale epsilon φ est égal à UR sur R, qui est égal à A plus B sur R à la puissance 3. Donc nous avons déterminé en fonction de la coordonnée R et des constantes A et B les composantes du tenseur de déformation. On peut maintenant passer au calcul du tenseur de contrainte. Après avoir déterminé le tenseur de déformation, nous calculons le tenseur de contrainte par le biais de la loi de comportement, où la composante sigma ij est égale à 2 mu epsilon ij plus lambda epsilon ll delta ij, où epsilon ll étant la trace du tenseur de déformation. Donc on l'écrit sigma sous forme matricielle. Donc nous avons 2 mu, nous avons les composantes du tenseur de déformation, lambda. Alors, on doit déterminer la composante epsilon ll. Epsilon ll étant la trace de epsilon. Or, la trace de epsilon, c'est cette composante plus cette composante plus cette composante. Donc si on fait la somme, donc ça sera A moins 2B sur R3, puisque c'est la même, les composantes epsilon θ θ et epsilon φ sont égales. Donc on aura 2A plus B sur R3. Donc epsilon ll est égal à 3A. Donc mu epsilon ll, ça sera 3A que multiplie lambda, que multiplie la matrice identité. Donc ce calcul matriciel nous permet de déterminer le tenseur de contrainte en tout point. On remarque que ce tenseur de contrainte dépend des coefficients de Lamé, donc il dépend des caractéristiques mécaniques du matériau.
et des constantes A et B, les constantes d'intégration qu'on va déterminer par les conditions et limites, et il dépend aussi de la coordonnée R. Il nous reste maintenant l'étape de détermination des constantes d'intégration qui sont A et B. Ces deux constantes d'intégration seront déterminées avec les conditions aux limites en contrainte. Alors la première condition aux limites, elle concerne la paroi intérieure. Nous constatons que le vecteur contrainte agissant en tout point de cette surface intérieure est dirigé radialement dans le sens de R est égal à PIER. Le vecteur normal en tout point à cette surface intérieure est opposé à ER. Donc, on peut dire que le vecteur contrainte agissant en tout point M de cette surface intérieure dont la normale est égale à moins ER est égal à PIER. Le vecteur contrainte, c'est le produit contracté du tenseur de contrainte. On a sigma RR, sigma θ et sigma φ, produit contracté avec la normale. La normale, c'est moins ER, donc c'est moins 1, 0, 0. On effectue ce produit matriciel, on retrouve que la première composante de ce vecteur contrainte, c'est moins sigma RR, la deuxième 0, la troisième 0, qui est égal à PI, vecteur contrainte. Première coordonnée, c'est PI, deuxième 0, troisième 0. Alors, par identification, on va retrouver que sigma RR sur cette surface intérieure, c'est-à-dire pour R est égal à RI, est égal à moins PI. Donc on exprime sigma RR par ce qu'on a trouvé au cours de la précédente diapositive. Donc sigma RR, on remplace R par RI, ça sera A que multiplie 2 mu plus 3 lambda moins 4B mu sur RI, le rayon intérieur à la puissance 3, qui est égal à moins PI. Nous avons trouvé une première relation. Nous allons chercher la deuxième relation pour déterminer les constantes d'intégration A et B. La deuxième relation ne peut être déterminée que pour la condition aux limites sur la paroi extérieure. C'est ce qu'on va voir dans la diapositive suivante. La deuxième condition aux limites en contrainte va nous fournir la deuxième équation qui va nous permettre de déterminer les constantes d'intégration. Donc, elle concerne la paroi extérieure ou la surface extérieure, où le vecteur contrainte est donné par la pression PE. Donc, ce vecteur contrainte agissant sur la surface extérieure est opposé au vecteur unitaire de la coordonnée radiale ER. Donc, T en un point M sur cette facette, c'est moins PEER. Ce vecteur contrainte
on le détermine par le produit contracté de sigma par la normale. Or, la normale à cette surface, cette normale, n, elle est égale à ER. Donc, c'est 1, 0, 0, les coordonnées de cette normale. 1, 0, 0. On fait le produit. Première coordonnée, ce vecteur sigma RR. Deuxième, 0, 0, qui est égal à moins PE, 0, 0. Donc, on peut dire que sur la surface extérieure de cette enveloppe sphérique, la contrainte radiale pour R est égale à RE est égale à moins PE. Donc sigma RR pour R est égal à RE sera égal à A que multiplie 2 mu plus 3 lambda moins 2B mu RE à la puissance 3 qui est égal à moins PE. Nous avons retrouvé la deuxième équation qui va nous permettre de déterminer les deux constantes d'intégration A et B. Ainsi, les conditions en limite nous ont permis de trouver deux équations, l'équation 9 et l'équation 10, lesquelles nous permettent de déterminer les constantes d'intégration A et B. C'est-à-dire ici, nous avons deux équations A, deux inconnues qui sont les deux constantes d'intégration. Donc, on soustrait de l'équation 9 l'équation 10, ce qui permet de déterminer la constante B. Donc, B est égal à PI moins PE, RE à la puissance 3, RI à la puissance 3, sur 4 mu que multiplie RE à la puissance 3 moins RI à la puissance 3. L'expression de l'équation 10 nous permettra de déterminer la constante A. Donc pour cela, on introduit l'expression de la constante B. On a la constante B, cette expression. On va l'introduire au niveau de l'équation 10. Ceci va nous donner la relation qui est affichée. On développe et on voit qu'on arrive à une équation où la seule inconnue est A. Donc on va extraire la constante d'intégration A, laquelle est donnée par cette relation. Comme conséquence, du fait que la pression intérieure est inférieure à la pression extérieure, analysons maintenant la relation de l'équation qui donne la constante A. Donc on aura au numérateur PI RI moins PE RE à la puissance 3 bien sûr. Donc PE est supérieur à PI, RE est supérieur à RI. Donc au numérateur, sera négatif. Le dénominateur 2 mu plus 3 lambda positif, comme RE est supérieur à RI, donc ce RE à la puissance 3 moins RI à la puissance 3 sera positif. Donc le dénominateur sera positif. Donc A sera négatif. Il est de même pour B. PI est inférieur à PE.
Donc le numérateur sera négatif, le dénominateur positif, donc P est négatif. Donc du fait qu'on suppose que PI est inférieur à PE, ce qui a pour conséquence, ceci implique que A est négatif et B est négatif. Une fois qu'on a déterminé les constantes d'intégration A et B, on peut maintenant revenir au tenseur au champ de déplacement, c'est-à-dire le vecteur déplacement, et on va déterminer ce vecteur de déplacement en remplaçant A et B par leur expression. Donc le vecteur de déplacement sera donné par cette expression-là. On revient aussi à la détermination du tenseur de déformation et tenseur de contrainte. Là aussi, on fait la même chose. On injecte les expressions de A et B dans les tenseurs respectifs. Par exemple, pour le tenseur de contrainte, vous avez ces expressions-là. Il suffit de remplacer les constantes A, B, données dans cette matrice pour déterminer complètement les composantes du tenseur de contrainte. Et nous retrouvons la composante sigma RR et sigma θ et sigma phi qui sont égales. Vous remarquez que pour cet exercice, on l'a traité avec les deux méthodes. La méthode directe des déplacements, qui a été, cet exercice a été fait au cours d'une séance vidéo précédente, et nous avons retrouvé exactement les mêmes formules. Si on compare les deux méthodes, on peut dire que la méthode de Navier, elle est beaucoup plus simplifiée dans la résolution. Ceci est dû à la nature de l'équation différentielle qu'on a retrouvée pour les deux méthodes. Voilà, donc on aura aussi d'autres exercices ou d'autres problèmes à traiter avec la méthode de Navier. On arrive au terme de cette séance vidéo. J'espère que vous avez une idée maintenant un peu plus précise sur les équations de Navier et que vous pouvez passer à la résolution des problèmes classiques de l'élasticité. De toute façon, je ferai d'autres exercices sur la méthode de Navier. Je vous dis au revoir et à la prochaine.